Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Rick Springhetti. Salut Rick! Salut Jamie, ça va bien? Ça va très très bien. Je suis particulièrement content de jaser avec toi aujourd'hui parce que j'ai la chance de faire ce podcast-là avec l'animateur du podcast Draftcast avec Grant McCagg. Oui, quelque chose de nouveau dans ma vie. Je m'essaye comme animateur. Là, je te donne crédit, c'est pas mal plus difficile que je le croyais. Ah ouais, hein? Ouais, c'est pas évident de faire rouler les choses, mais bon, je pense que ça va bien considérant que j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Mais c'est une belle expérience, puis quelque chose qu'on va faire on va enregistrer tous les dimanches matin à 10h pour l'année, puis on verra comment ça va aller. Fait qu'au lieu d'aller à la messe, toi puis Grant, vous allez jaser d'espoir. Le petit Jésus, il va être triste. C'est la messe du hockey. La messe du hockey. Mais ça vient de où, le projet? Puis que c'est toi qui anime, puis... Oui, exactement. Grant m'a contacté, puis on se connaît depuis longtemps. Et il m'avait dit que, bon, il trouvait quand même que j'aimais poser des questions un peu plus en profondeur, puis il aimait ça. Alors, il m'a demandé si je voulais m'essayer. J'ai comme paniqué un peu. Ben, j'ai dit, ben, j'ai zéro idée comment animer une émission, puis, puis tout ça. Mais il dit, tu sais, on jase souvent, moi et toi, puis on va faire la même affaire comme on fait habituellement. Alors, on s'est essayé. On a eu des bons commentaires. Ça va bien rouler. Alors, ça va être un nouveau projet que Grant commence pour l'année qui s'en vient. Il travaille beaucoup de choses en ce moment, là. Il est hyper occupé cette saison morte, comme on dit. Et c'est quelque chose, comme je dis, qu'on va faire tous les dimanches matins. On va enregistrer le dimanche matin, puis on va parler moitié du Canadien, moitié des espoirs. On va regarder ça à 45 minutes, 1 heure. C'est vraiment l'émission de Grant, d'une manière. Là, moi, je pose plus des questions, mais je n'hésite pas aussi à donner mon point de vue quand ça me tente. Et je ne sais pas où ça va nous mener, mais on commence ça pour la première fois. Puis 53 ans, faire quelque chose de nouveau, il n'y a pas de mal à ça. Hein? Ben, on n'est jamais trop vieux pour commencer une belle expérience comme ça. J'ai joué un peu dans ton dos, Rick. J'ai écrit à Grant parce que je voulais l'écouter, mais il est disponible sur YouTube. Puis moi, je suis un gars d'audio. Fait que je voulais pouvoir l'écouter dans mon char puis tout, puis il n'est pas disponible en audio. Fait que j'ai écrit à Grant en disant « Hey, si tu as besoin, je sais pas s'il est disponible en audio, si tu as besoin d'aide pour le transformer, le pitcher en ligne, je peux t'aider. » Je sais qu'il m'a dit pas là, mais peut-être qu'éventuellement, là, ça va se faire. Fait que peut-être que je vais être impliqué sur le side. Nice! Ça serait toujours bon de t'avoir avec nous. J'ai cru comprendre qu'il vient d'être mis sur Spotify. OK, bon, ben, tant mieux. J'ai cru comprendre. OK. J'ai pas été beaucoup en ligne là, depuis quelques jours parce qu'on est hyper occupé cet été là, pour des raisons familiales, mais je compte aller voir ça, mais je crois qu'il est sur Spotify. OK. Avez-vous dans l'intention d'avoir des gens ou ça va être des invités ou ça va être juste toi et Grant? Moi, je m'occupe juste de cette émission-là, là, alors je me fie de ce que Grant va vouloir faire. OK. Pour l'instant, moi, je fais juste un peu préparer la table, trouver des sujets de conversation un peu, poser des questions, donner mon point de vue. Je vais regarder ça très mollo. On va commencer bien tranquillement, puis prendre un peu d'expérience, puis voir où ça va nous mener. C'est bon. Mais tant que je peux encore parler avec toi, la vie est belle. Ah, écoute. Moi, je suis tout ouvert. On fait un show la semaine passée. Moi, Alexandra et Jerry, on a fait un épisode. Puis à la fin, on disait « Hey, bon été tout le monde. On s'en reparle pas loin du camp d'entraînement du Canadien de Montréal. » Et tu sais bien que ça me démangeait d'enregistrer un podcast. Puis là, ben, je me suis trouvé une excuse. J'ai vu l'article du top 100 de Scott Wheeler de The Athletic, des meilleurs espoirs de la Ligue nationale, les joueurs repêchés, et le top 20 aussi des gardiens de but. Et là, j'ai fait comme, bon, on va écrire à Rick.
Fait que pas capable d'arrêter, Rick. J'ai trop de fun. Jaser avec toi d'espoir, puis jaser de hockey en général. Fait que voilà, je pense qu'on va prendre une pause après. Mais là, on est parti pour une petite aventure d'un petit podcast là, pour parler d'espoir. Ça va être fun. Ben oui, on va avoir du fun. Dans ce palmarès-là, pour le Canadien de Montréal, chez les joueurs, il y a Demidov qui est le au troisième rang. Il est devancé uniquement par Matthew Schaefer et Michael Misa. Reinbacker est au 39e rang et Michael Age est au 51e. On reviendra là, plus tard dans l'émission sur le classement des gardiens de but. Ma première question pour toi. Je sais que lorsqu'on a fait notre enregistrement avec Simon Snake Boisvert, j'avais demandé, tu sais, mettons, même draft, Demidov, Matthew Schaefer, lequel vous prenez en premier. Et les deux, vous aviez dit Matthew Schaefer. Fait que ça, j'ai pas de problème. Michael Misa, qui passe en devant Ivan Demidov, est-ce que pour toi, c'est un classement qui fait du sens? Est-ce que toi, tu aurais inversé les gars ou tu les aurais mis dans cet ordre-là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu le biais de récence. C'est les nouveaux jouets, c'est les nouveaux bonbons dans la machine. Fait qu'on les voit peut-être plus beaux qu'ils sont. T'sais, les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là. Fait que je veux savoir, toi, là, Demidov, Misa, dans quel ordre tu les aurais placés? La discussion aurait été très intéressante entre les deux. Je crois que Demidov a plus de créativité. Il peut créer des choses qu'on ne s'attend pas. C'est de l'offensive comme pratiquement peu. Misa, c'est un peu plus standard nord-américain son jeu, même s'il y a de la créativité. Mais c'est un joueur aussi un peu plus complet, je dirais, que Demidov. Les deux, je devrais dire, sont quand même assez complets. Là. Je dis juste que peut-être que Misa a une touche de plus. Qui a le meilleur espoir? Comme s'ils sont proches. Le fait que Demidov a 1 an de plus que Misa lui donne un certain avantage. C'est peut-être un des facteurs, c'est que Misa est plus jeune. Le deuxième facteur qu'il faut considérer, c'est la position qu'il joue. Misa va jouer au centre probablement. Demidov va être un ailier. C'est quoi la valeur des deux positions? C'est important. Parce que Misa, c'est pas un mauvais joueur défensif aussi, Misa, là, même s'il n'a pas été repêché là, pour jouer un rôle défensif avec San Jose, on s'entend. Mais il est capable de donner un coup de main de cette manière-là. Tandis que Demidov, encore peut le faire, mais comme ailier, ça change un peu la donnée. La discussion, c'est une discussion qu'il y a à avoir, là. Puis c'est des décisions préférentielles, personnelles, la façon qu'on voit le jeu. Mais je comprends où est-ce qu'il veut en venir, Wheeler, de vouloir mettre Demidov une touche en dessous de Misa pour cette raison-là. C'est la position qu'il joue, l'âge qu'ils ont et les responsabilités que ça génère de jouer une autre position qu'ailier. Alors, je suis correct avec ça. Et je pense qu'entre 2 et 3, c'est pas une grosse différence. Il ne faut pas s'énerver trop avec ça. Là. C'est compréhensible, par exemple, de ce côté-là. Je comprends le raisonnement. C'est bien logique. J'en profite d'ailleurs, avant qu'on aille plus loin dans notre discussion, pour dire que l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est pas de planter Scott Wheeler ou de dire qu'il n'y a pas raison, que c'est un épée. C'est pas ça du tout. C'est juste d'y aller avec une analyse en français, avec un autre œil, une autre expertise, le tien, Rick, puis d'utiliser ça comme ces palmarès-là, de les utiliser comme une base pour discuter, pour pouvoir amener, confronter les idées et tout ça. Là. Je veux juste pas qu'on pense que le but, c'est de planter qui que ce soit. Là. C'est pas ça du tout. Puis j'ai, pour l'occasion, moi, je les ai transférés là, dans un Google Doc pour pouvoir arranger les choses à ma façon. Puis c'est 105 pages de contenu que Scott Wheeler a généré dans ces deux articles-là. Wow. Donc, c'est pas un épais. Là. Il connaît ça. Non, loin de là. Les analyses, ils font du sens. Là. Donc, je voulais juste rajouter cette information-là. L'autre point qui m'a marqué, c'est que après le top 3, donc, après Schaefer, Misa et Demidov, ce qu'on remarque, c'est qu'après ça, il y a un paquet de défenseurs. Zane Parekh, Zeev Buium, Sam Dickinson et Lev Shunov. Ensuite, James Higgins
et Porter Martone qui viennent compléter le top 10. Puis c'est Catton, je pense, qui est numéro 10. Ouais, Berkeley Catton qui vient compléter le top 10. Je veux savoir, toi, est-ce que Zane Parek puis Ziv Bouillum, c'est vraiment, après Schaefer, c'est les deux meilleurs espoirs comme défenseurs? Personnellement, peut-être que j'aurais mis Parek à cette position-là parce que moi, j'aimais beaucoup ce joueur-là. OK. Moi, je l'avais classé troisième, je pense, à son année de repêchage, là, qui était pas mal plus haut que tout le monde. Ouais. J'ai eu des commentaires. La raison pourquoi j'ai classé Parek très haut, c'est qu'il génère une tonne d'offensive, de l'offensive de la défense. Et peut-être la différence un peu avec lui, c'est qu'il fait ça d'une manière complète. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement un patineur, c'est un gars qui fait des bonnes passes et il a un excellent tir du poignet. Alors, il se donne beaucoup, beaucoup d'espace pour faire des jeux. Oui, il est un peu coqué, comme on dit, son jeu défensif à cause de sa grandeur, c'est pas le plus grand. Des fois, laisse un peu à désirer, mais il est tellement bon offensivement que ça vaut la peine. C'est pas un désastre défensif non plus. Il est capable de se débrouiller. J'aurais peut-être mis Dickinson à la place de Ziv Bouillum. Encore là, Bouillum fait beaucoup de choses correctement, mais n'étant pas très, très grand, très, très costaud, il y a des limitations défensives, je pense, que Dickinson n'a pas. Dickinson a quand même, je pense qu'il est 6 pieds 2 ou 6 pieds 3 maintenant. Il est environ 210 livres en ce moment. Alors, dans le pire des cas, c'est un défenseur qui va t'emmener de l'offensif, mais qui va être très bon défensivement aussi, tandis que Bouillum, il va être excellent avec la rondelle. S'il n'y a pas la rondelle, il pourrait avoir un peu de difficulté à cause de sa force physique qui n'est pas la même. Euh, Encore là, c'est pas une super grosse différence. Lev Shunov m'a impressionné un peu. Je ne l'avais pas super haut comparé à d'autres qui sont allés de repêchage. Je me posais des questions sur sa lecture du jeu, sa prise de décision avec la rondelle. Il faisait des fois, même au collège américain, des jeux dans des angles qui étaient pas mal morts ou dans des zones qui étaient pas mal impossibles. Ça m'inquiétait un peu. Mais il a quand même bien fait et il a connu un bon début de saison avec Chicago. Alors, il faut lui donner ça quand même. Là. Alors, ça va bien de ce côté-là. C'est pas un mauvais classement encore, là, comme tu dis, c'est une opinion qui se vaut. C'est une opinion d'un homme qui connaît ses affaires, qui fait ses recherches. J'aurais peut-être fait quelques différentes choses que lui, dont placer Dickinson plus haut à cause de son jeu plus complet pour la Ligue nationale. Je pense que ça va être toute une prise pour San Jose, là, qui ont choisi, je pense, 12e ou 3e. Là, j'en reviens toujours pas encore cette année. Ça me surprend encore, mais c'est ça, la façon que je le vois. Ouais. Levchunov, qui était le choix numéro 2 au total au repêchage de 2024, techniquement se fait dépasser par 3 défenseurs de sa QV, selon Scott Wheeler, selon toi aussi, de ce que je comprends. Oui. Ça met encore plus l'emphase que les Blackhawks de Chicago ont peut-être fait une erreur. Une erreur? Je dirais qu'ils ont peut-être un peu trop considéré la position du joueur. Je pense qu'ils cherchaient beaucoup un défenseur droitier. OK. Et je pense qu'ils ont peut-être forcé un peu la note. Peut-être. Je comprends, par exemple. L'exemple qu'on peut donner, c'est Buffalo, qui longtemps ont choisi des joueurs très bons, très talentueux, beaucoup d'habiletés individuelles, mais beaucoup de joueurs légers, et se sont fait prendre avec trop de joueurs similaires à la même position, puis un gros point faible à la défense droite qui a vraiment ruiné leur saison complète. Je pense vraiment là, que c'est pas une mauvaise équipe, mais ils ont été horribles du côté droit cette année défensivement. Alors, je pense que Chicago ont peut-être allé un peu avec ma philosophie de bâtir une équipe, de vraiment se concentrer à bâtir un bon corps défensif avant de se fier autant à l'offensive. Juste parce que ça prend plus de temps à se développer, puis l'effet sur une équipe est beaucoup plus important. Alors, c'est peut-être de ce côté-là. Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Je pense pas que c'est une erreur. Peut-être il y aurait dû prendre Demidov, là, juste parce que même s'il y avait besoin d'aide à la défensive, ils ont aussi besoin d'aide
Connor Bedard qui désespérément a besoin de quelqu'un pour jouer avec lui. Là. Je pense que ça devient un peu décourageant son affaire. Mais à part ça, Levchunov, Dickinson, Parek, je pense que ça s'équivaut. Peut-être même aussi, quand on va choisir un défenseur droitier, Parek aurait peut-être été mon choix. Juste parce qu'ils ont beaucoup de défenseurs two-way en ce moment, mais Parek aurait donné à leur équipe quelque chose de totalement différent qu'ils n'ont pas vraiment dans leur système. Ça, c'était l'erreur d'après moi. Là. Mais encore là, ils ont vu des choses différemment, puis je respecte ça. Oui, puis tu sais, on verra à terme. Là, ce sont des classements avant que les gars se soient établis dans la Ligue nationale sur le long terme. Là. Exact. Simon Boisvert disait, tu sais, c'est 10 ans, 15 ans, c'est à la fin de la carrière, on va le savoir, on va avoir les vraies réponses. On est là, tu sais, 1 an. On va essayer de se couvrir le plus possible. Ouais, c'est ça. Moi je vais le dire, mais que tout le monde soit mort, OK? Ils pourront plus jouer. Il n'y aura plus de différence. Ah ouais, fini à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, ton top 10 aurait été Schaefer, Misa, Demidov, Parek, et ensuite, ça aurait ressemblé à quoi? Peut-être Dickinson, j'aurais mis dans cette liste. Puis, l'affaire que Scott Wheeler a fait, c'est que je comprends, il travaille pour une revue sur Internet. Il doit faire un classement, je suis sûr. J'aurais bien de la misère à faire un classement comme tel. Moi, ça serait plus des catégories de joueurs. Là. Un top 3, peut-être 5 à 15 en ordre alphabétique, parce qu'ils sont tellement proches. Là. Peut-être la seule affaire pour moi, ça serait, j'aurais peut-être mis Catton, j'aurais définitivement mis un peu plus bas. Peut-être Martin, j'aurais mis plus bas. J'aurais probablement monté Beckett Seneca plus haut qu'il était. Là. Je pense qu'il est un peu bas d'après moi. Je pense que c'est un meilleur attaquant que ça. Puis j'aurais probablement monté Frondell un peu plus haut aussi. C'est peut-être la catégorie là, dans le top 10 à 15, les changements que j'aurais faits. Les joueurs comme tels, ils sont environ où est-ce qu'ils devraient être. Comme je dis, c'est plus... rendu à ce point-là, tu vas vraiment pratiquement par note, là, A+, A-. C'est vraiment des groupes de joueurs plus que des joueurs individuels, d'après moi. Ouais, ben Scott Wheeler le fait là, avec ses tiers. Tier 1 qui est de position 1 à 7. Après ça, Tier 2, puis là, je sais pas jusqu'à quel rang là, ça descend. Là, mais tu sais, il le fait un peu. Je trouve que c'est un peu généreux de mettre tout le monde dans le même paquet. Tier 1 de 1 à 7. Moi, je pense qu'il y a des gars qui se détachent quand même là, de ça. Là. Je suis d'accord avec toi, JB. Très, très d'accord avec toi. Puis dans le top 7, comme il dit, mais là, j'aurais Levchunov, Bouillon n'aurait peut-être pas été là, mais peut-être que j'aurais mis Beckett Seneca. Peut-être que j'aurais mis Desnoyers dans le top 7, juste parce que je pense que Desnoyers, le désavantage peut-être qu'il y avait, c'est qu'il jouait dans une équipe qui allait pour la Coupe Mémoriale, une équipe pactée. Et lorsque tu joues dans une équipe si pactée de ça, il était un facteur important, mais le temps de glace, les responsabilités sont beaucoup plus distribuées à travers l'équipe au complet que quand tu joues dans une mauvaise équipe où est-ce que tu as tous les avantages, toutes les mises en jeu, toutes les opportunités que lui. Puis, comme on dit, c'était un peu plus distribué à Moncton. Mais à son âge, c'était lui le numéro 1 dans les avantages numériques. Il jouait beaucoup en désavantages numériques dans tous les rôles. Alors, c'est peut-être pour ça que j'aurais mis Caleb Desnoyers dans le top 7, là, d'après moi, plus que Levchunov et plus que Bouillon. OK. Dans le top 10, il y a seulement 2 joueurs qui font moins de 6 pieds. James Higgins et Berkeley Catton. Je veux savoir, selon toi, est-ce que c'est l'expression d'un préjugé défavorable par rapport à la taille? Est-ce que ces gars-là sont plus talentueux que ce que le classement le démontre? Ouais. C'est que on ne peut pas totalement ignorer la grandeur d'un joueur, surtout en série. On a vu ce qui est arrivé en série, où est-ce que ça... Et c'est plate à dire, là, j'ai eu des commentaires sur certaines personnes qui trouvaient que j'exagère, mais j'avais dit le talent n'est plus aussi important pendant les séries, malheureusement, le talent individuel, parce que il y a tellement plus d'espace. C'est un jeu beaucoup d'espace. trop violent. Il n'y a pas de passe, tu te fais rentrer dedans constamment. C'est qui peut être le plus vicieux, pratiquement. Alors,
Beckley Catton, il est vraiment petit puis il est très léger. Mhm. Alors, moi, tu sais, pendant la saison régulière, les gens vont dire, ouais, c'est tout un joueur, tu te trompes, tu ne sais pas de quoi tu parles. Sauf que j'ai de la misère en série, le voir être aussi efficace. Et moi, je considère ça très, très, très important dans mon classement. Alors, je ne suis pas surpris. Dans le cas de James Higgins, mais moi, tu sais, on en avait parlé avec Simon aussi, les deux, on l'a vu au Vermont en personne, puis on a eu les deux la même impression. On a des questionnements sur son jeu. Euh, pour un, on ne croit pas les deux qu'il sera un joueur de centre dans la Ligue nationale. On le voit à l'aile. Mhm. C'est un joueur qui fait des replis, oui, mais il ne s'implique pas beaucoup, beaucoup défensivement, comme physiquement, puis avec autorité. C'est un gars, des fois, qui prend des prises de décision qui ne sont pas les meilleures sans la rondelle. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans la Ligue nationale comme ailier. C'est sa place, je crois. D'après moi, oui, il va probablement jouer à l'aile certaines fois, mais je pense qu'il va être plus efficace à l'aile. Alors, c'est pas une surprise, même que, tu sais, je suis un peu surpris que ces gars-là même soient dans le top 10, mais c'est pas surprenant parce que je vois personne d'autre qui était moins que 6 pieds qui aurait pu faire le top 10 en ce moment, même avec le talent comme tel, là. Je vois pas. Mhm. Puis je pense que Higgins est. Surtout Catton. Higgins peut-être un peu moins parce qu'il est jeune, mais Catton, il est un peu plus vieux aussi. Tu sais, je me pose des questions aussi à ce point-là. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire dans la Ligue nationale lorsqu'il n'y aura pas beaucoup de temps d'espace puis de temps de temps de prendre des décisions? Parce qu'il garde la rondelle longtemps dans la Ligue de l'Ouest, là. Mhm. Puis il est capable de le faire Ben oui. parce qu'il est petit, il est rapide, il peut bouger. J'ai l'impression que ça va être une grosse différence une fois rendu dans un niveau plus élevé pour lui, puis ça pourrait être difficile. Mhm. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Tu parles de la Ligue de l'Ouest, comme que les productions offensives de la Ligue de l'Ouest sont trompeuses. Les gars, plus tard dans leur carrière, dans la Ligue nationale, vont moins produire. Est-ce que tu penses qu'un gars comme Catton, justement, bénéficie sur le plan offensif de cette ligue-là qui est plus généreuse, disons, en termes de points générés dans le junior? C'est une ligue, tu sais, la réputation des joueurs de l'Ouest, c'est des gros gars lourds, très physiques. C'est le cas. Ils sont habituellement beaucoup plus costauds, beaucoup plus lourds, donc un peu moins rapides. Mhm. Et Catton est petit et très rapide. Ouais. Alors, il y a du temps de glace, il y a de l'espace, il y a cette fraction de seconde pour faire un jeu, et il en profite. C'est l'un des joueurs les plus amusants à regarder jouer, là. Il est trippant. Mais encore là, quand tu rends à un niveau supérieur, ben, les joueurs sont gros, mais aussi, sont aussi beaucoup plus rapides. Ouais. Ça pourrait être difficile pour Beckley Catton. Écoute, il y a une intelligence. Peut-être que dans quelques années, je vais être là, tu sais, la tête dans le sable en voulant dire oups, je me suis trompé, je dis pas non. Mais j'ai comme l'impression que ça sera difficile pour lui. Puis on a vu tu sais, des Matt Savoy, puis des gars comme ça qui ont été des gars dans le top 10 ou dans le top 15, et ils ont de la misère à faire cette étape de se rendre à la Ligue nationale pour cette raison-là. C'est le temps. Ils se servent de l'espace très bien, mais ils n'ont pas ce temps-là une fois rendus à un plus haut niveau. Mhm. L'autre affaire que tu me fais allumer, c'est de parler du talent qui est moins nécessaire en série. Je ne sais pas, je suis seul à avoir déjà eu cette réflexion-là, mais tu sais, tous les records de points, le nombre de buts, comme là, Ovechkin a battu Gretzky sur le nombre de buts. C'était en saison régulière, puis on dit tout le temps que le vrai hockey, c'est le hockey des séries. Comment ça, c'est pas les chiffres en série qu'on se souvient? Parce qu'en série, c'est seulement l'équipe qui compte, c'est pas le joueur individuel. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Ça m'a toujours marqué, moi, de dire OK, c'est le vrai hockey, c'est là que ça compte. Tu peux pas aller au temple de renommée, entre guillemets, là, si t'as pas une Coupe Stanley, c'est Carey Price, c'est, tu sais. Mais tous les chiffres, tous les records, c'est la saison régulière. Ouais. On se souvient des gars la comme... saison régulière servent à quelque chose. Ouais, c'est ça, à part faire de l'argent. Hein, à part ça. Ah ouais. Autre élément que je voulais amener avec toi, Tige Iginla est 28e dans ce classement-là. L'année passée, au draft 2024, on entendait beaucoup parler de Tige Iginla parce qu'il est le fils de Jarome Iginla. Moi, j'étais un peu tanné de me faire dire « Ah, c'est un fils de joueur, il connaît ça, puis que ça l'a... » Comment est-ce que ça a l'air d'avoir une grosse valeur pour les équipes, pour les dépisteurs, puis tout ça?
Je veux savoir, toi, ton point de vue là-dessus, sur l'aspect de la filiation, l'aspect familial, d'être un descendant d'un ancien joueur. C'est quoi l'impact réel que ça peut avoir sur la carrière d'un joueur? Ça peut être super utile et ça peut être très trompeur. C'est là où est-ce que tu es mieux d'avoir des bons dirigeants qui ont un bon plan d'entrevue avec un bon psychologue sportif qui est capable de poser les bonnes questions. Et la raison pourquoi est que le fils d'un joueur là, qui adore le hockey et qui veut exceller, lui, il a un gros avantage parce qu'il a été élevé dedans, il voit comment que ça se passe, il a l'habitude, il n'y a pas cet apprentissage à faire, c'est comme inné, il est capable de parler à quelqu'un à un jeune âge, de comment se préparer, de quoi s'attendre, il est capable de s'adapter plus facilement. Si le joueur est talentueux et il est capable de jouer et il veut jouer, ça c'est un gros avantage. Mm-hmm. Mais si le joueur est un peu plus réticent, puis il n'est pas certain, puis il sent obligé de le faire, là ça peut être un désastre. Mais l'autre aussi, quand tu vois ça, puis je vais l'expliquer. Je ne sais pas je ne veux pas parler de la valeur du joueur, là, du choix. Okay? Il y a quelques années, Montréal avait choisi Jarred Tinordi. Mm-hmm. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était un choix trop élevé pour ce qu'il apportait. Je suis d'accord, oui. Mais le danger qui est arrivé, c'est que Montréal ont vu Jarred Tinordi et Marc Bergevin avait joué contre, et je crois avec son père. Marc, si je ne me trompe pas? Marc Tinordi, oui. Ouais. Qui était un gros joueur physique, agressif, violent. Et il a vu la même chose dans son fils. Et son fils n'était pas ça, du tout. Mm-hmm. Moi, je regardais son fils jouer, là, puis je me disais, OK, ce gars-là de 6 pieds 6 doit devenir un Al Gill plus mobile. Parce qu'il n'est pas agressif. Et chaque fois que je l'ai vu jeter les gars dans le hockey mineur, junior, avec London, il s'est fait un peu varloper, pas à peu près. Un peu, pas à peu près. Il n'a pas été capable. Il se battait pas bien. Uh-huh. OK? Mais on le voyait comme le fils de Mark Tinordi, puis on se disait, ça va être un autre Mark. Puis Montréal, on s'en souvient, il se faisait brasser par Boston et Milan Lucic dans ce temps-là. Je pense que Marc Bergevin il a vu Mark Tinordi dans Jarred. Il a voulu voir quelque chose qui n'était pas là. Et ça n'a pas du tout aidé le jeune en question, du tout. Il aurait dû rester dans le collège américain à la place de venir dans la OHL. Il aurait dû être développé différemment. Il aurait dû être un autre type de joueur. Mais c'est le danger lorsque tu repêches le fils. Il faut que tu sois capable de voir pour qu'est-ce qu'il est, pas qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit ou qu'est-ce que son père était. Et il faut que tu t'assures que le joueur a du talent et qu'il est passionné de hockey lui-même. S'il y a ces affaires-là, le fait que son père a joué, c'est un gros avantage dans ce cas-là. Mm-hmm. Ça reste que, si je regarde le nombre de matchs joués, il est probablement dans le top 40, top 50 de ce repêchage-là. Pour un choix de fin de première ronde, ça ressemble à ça. Là. J'ai pas de problème. Ouais, mais les gens, ils font comme, mauvaise sélection du Canadien, Trevor Timmins. Puis, je suis pas le plus gros fan, là, à un moment donné, il y a eu beaucoup de chance, là. Mais des choix de fin de première ronde comme le Canadien avait tout le temps, là, dans ces années-là, en voulant faire les séries et en étant borderline, ben, ça donne ce genre de joueur-là, tu sais. C'est un excellent point. Tu as 100% raison sur ça. Là. C'est une analyse juste de la situation. Oui, mais ça revient encore au côté développement. Je pense qu'il aurait dû être développé différemment. Il aurait dû être un autre type de joueur. Il aurait dû être la conscience défensive. Dans ce temps-là, Al Gill était avec le Canadien. Mm-hmm. Et Al Gill était jumelé à Piquet Souban. Mais il devenait un peu plus âgé. Moi, je me disais, si Montréal le développe comme Al Gill, ça va être le remplacement de Al Gill. Ouais. Le joueur défensif. À 6 pieds 6, il y avait des longs bras. Il aurait dû être la sorte de pieuvre défensivement là, qui couvre beaucoup de territoire. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais encore là, tu as raison. Il a quand même duré longtemps, puis il fait encore son bout de chemin dans le hockey. Oui, tout à fait. Les joueurs québécois. Caleb Desnoyers, le Québécois le mieux classé, au 11e rang. Justin Carbonneau, 30e. Luneau, 69. Lamoureux, 80. Sacha Boisvert, 87. Jordan Dumais, 92. Et Zachary Lheureux, 95. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans que tu aurais classés différemment? Là? Je ne parle pas de passer de 92 à 91, mettons, là, pour Jordan Dumais. Là. Mais plus, mettons, tantôt tu parlais de Caleb Desnoyers que tu aurais vu plus haut. Est-ce que tu
tu as des gars dans ce classement-là que toi, tu aurais grimpé ou tu aurais reculé? Je pense que Tristan Luneau aurait pu monter d'une bonne quinzaine de places d'après moi. Juste parce qu'il y a eu un petit essai avec Anaheim, ça a quand même bien été pour un défenseur extrêmement jeune, mais malheureusement, il y a eu sa mononucléose, il a été blessé, puis il y a eu beaucoup de difficultés que c'est pas son jeu, là, c'était juste de la maladie et des blessures. Mais tu as tout ce qu'il faut pour être un bon défenseur. Il est assez une bonne carrure, là. Je pense, encore lui, je pense qu'il est 6 pieds 1 à 6 pieds 2. Patine très bien. Défenseur droitier, ce qui est toujours un plus. Tu sais, ils sont un peu durs à trouver, on voit. Alors, dans son cas, je pense qu'il aurait pu être pas mal plus haut. Et encore là, il a joué avec Anaheim, il a pas mal paru avec une équipe et une défensive qui est extrêmement jeune. C'est pas facile. C'est pas un gars qui a eu beaucoup, beaucoup de support parce que du côté gauche, à Anaheim, c'était très, très jeune. Les défenseurs d'expérience à Anaheim étaient du côté droit avec Radko Gudas et d'autres, mais du côté gauche, c'était très, très jeune la défensive de Anaheim. Alors, son partenaire était toujours quelqu'un de son âge pas mal et il se débrouillait quand même très, très bien. Je pense que Tristan Luneau, peut-être un peu méconnu parce que c'est un défenseur calme. C'est pas un défenseur qui est électrisant à avoir joué, mais il est très efficace et je lui aurais donné un bon 15 à 20 rangs de plus qui a été choisi d'après moi. T'as pas besoin de me le vendre. Étant de la région de Gatineau, moi, cette année-là de repêchage, je ne comprends pas, puis heureusement, c'est le même club qui a ramassé les deux, là, mais je ne comprends pas que Noah Warren a été repêché avant Tristan Luneau. Les deux jouaient ensemble avec les Olympiques de Gatineau, et pour moi, Luneau était des 1000 en avant. En termes de talent, mais le gabarit est tellement l'avantage de Warren que tu te dis, il y a plus qu'il faut, là, mais je suis pas surpris de voir que Luneau, il est dans le top 100 et Warren n'y est pas. Mais Warren, je l'avais très haut aussi, Warren, et la raison pourquoi c'était le terme qu'on utilise tout aujourd'hui, les dépisteurs, là, c'est un reach? Il y a un thème, licorne. Ah oui, ok, tout le monde utilise ce thème-là maintenant. Warren, la différence, parce que il est très, très athlétique, énorme, et c'est l'un des meilleurs patineurs de son année de repêchage. Ouais. C'est tout un mix. Alors, les gens projetaient plus dans le cas de Warren qu'il allait devenir quelque chose, et il peut encore devenir un très bon défenseur dans la Ligue nationale. Je pense même qu'ils sont pas mal heureux avec lui à San Diego, avec les Gulls dans la AHL. Mais c'est un gars encore là qui ne produira pas beaucoup d'offensives. Alors, c'est peut-être des fois pourquoi qu'on 4 qu'on points pense cette pas à lui, saison, là. aucun but. Fait que ça vous donne, Ouais. ça vous donne une idée que c'est pas un producteur C'est de quand même points. compréhensible parce qu'il y a un lancer correct, mais bon, peut-être qu'il se soucie un peu trop de la défensive. Mais en tout cas, Tristan Luneau, oui, est un excellent choix. Puis je pense aussi que le problème avec Luneau, c'est parce qu'il a connu une très bonne saison de 16 ans. Et dans la tête des dépisteurs, ils se sont dit, il va être encore 2 fois meilleur à 17 ans, mais c'est pas toujours comme ça, Oui. la courbe de développement, là. En effet. Alors, c'est peut-être une erreur de certains dépisteurs sur lui. Ben, puis c'est un défenseur offensif. Tu te dis, si ça fonctionne pas, le niveau offensif, ou quand il va passer au prochain palier, qu'est-ce qu'il peut faire? Tandis que Warren était plus le gars stay at home de cette... Puis, les Ducks, ils en ont des défenseurs offensifs, là. Ils en ont Jackson Lacombe, Nemeth, là, ils en ont plein. Zellweger, c'est pas mal. Même. Fait que tu te dis, ben Warren, ça fait du bien, tu sais, dans une brigade défensive, il va être utile. Fait que je pense qu'ils mettent pas de pression non plus pour qu'il développe son offensive du tout, là. Fait Absolument. que je suis pas trop inquiet, c'est juste que c'est le côté... moi, mon classement perso des deux gars, ça me surprend pas qu'aujourd'hui, Luneau est perçu comme étant vraiment plus gros que Warren. Absolument. Toujours chez les défenseurs. Tantôt, on parlait de défenseurs droitiers. Tu sais, que la position venait peut-être aider le classement de certains joueurs parce que c'est une position qui est premium. David Rademacher est 9e du classement pour les défenseurs droitiers. Donc, il n'est pas 9e au total. Il est 39e, mais c'est le 9e défenseur droitier. Il est devancé par Parek, Lev Shunov, Nemec, Murtka, Sandin Pelika, Yakimchuk, Rinzel, Jiricek. Ça fait beaucoup de noms compliqués à dire back-à-back. Juste à dire ça, mon Rick. La question maintenant, c'est comment ça qu'il est aussi loin que ça? C'est une erreur? C'est-tu...
Non, je pense que c'est juste une opinion personnelle. C'est le type de défenseur. Je pense que Wheeler aime les joueurs. Tu peux voir dans son classement, il aime beaucoup les joueurs très dynamiques, Ouais. des joueurs qui tapent à l'œil. Mhm. Tu sais, c'est une opinion personnelle, c'est un point de vue personnel, puis je respecte ça. Ils sont le fun à voir. Linebacker n'a pas. Comme on disait de Catton tantôt, il est le fun à regarder. Fait que je comprends que tu peux C'est tomber ça. en amour. Là. Oui, c'est ça. Puis pour Scott Wheeler, ça semble être une qualité importante pour lui. Ça se défend, je comprends. Moi, j'aurais classé Linebacker pas mal plus haut que beaucoup de ces gens-là. Peut-être qu'il aurait été quatrième, cinquième sur ma liste. Tu sais, Nemec est plus vieux, puis il n'est pas encore établi dans la ligue. Là. Tu sais, ça s'en vient bien, mais il n'est pas super grand et il n'est pas excessivement rapide. Il est super intelligent, par exemple. Il voit bien le jeu. Tu sais, Linebacker, il n'est pas spectaculaire, mais ses passes sont toujours bonnes. Il sort la rondelle rapidement. Il se développe aussi physiquement. On a vu un peu à Laval, si vous avez regardé des parties de Laval cette année, surtout en fin de saison, commençait à donner des petits coups à Linebacker aussi. Là. Il a commencé à prendre coup au hockey nord-américain. Tu sais, moi, je le vois même meilleur que Murtica, que les gens adorent. Moi, je l'avais classé plus bas que beaucoup de gens. Puis même, j'avais dit, j'avais peut-être pensé que c'était une erreur, j'aurais pu le classer même un peu plus bas. Mhm. Euh, on dit que c'est un bon patineur pour un gars de sa grandeur. Il est 235 ou 240 livres en ce moment. Oui, il est un bon patineur pour 240 livres, mais il n'est pas un bon patineur, d'après moi, généralement. Là. Il patine bien à ligne droite, mais il n'est pas agile sur ses pieds. Je pense que ça va lui faire du mal au prochain niveau pour avoir ce degré de séparation des fois que tu as besoin pour faire un jeu. Alors, je ne suis pas d'accord avec Scott Wheeler sur ce classement-là. Moi, je vois Linebacker un peu dans ma soupe. Peut-être pas lui, mais j'aurais mis Linebacker plus haut parce que cette capacité de relance, cette intelligence, ces capacités physiques en font de lui un joueur très rare à trouver dans le marché des échanges, dans une position premium, comme tu dis. Mhm. Moi, j'aurais fait Parekh, Levchunov, Sandin Pelika, Rainbacker. Ça aurait été dans cet ordre-là. Suis-je un épais? Dis-moi. Non, mais Sandin Pelika, je l'ai un peu plus bas aussi. OK. Parce que je pense que dans son cas, qu'est-ce que il attire l'attention, c'est parce qu'il est vraiment spectaculaire aux tournois internationaux. Ouais. Puis Il est plus oui, petit, hein, c'est si je ne me bon. trompe pas. Fait que peut-être que l'aspect physique du jeu dans la Ligue nationale va le Il est très petit. Ouais. Il est très petit pour un défenseur. Je pense qu'il est 5 pieds 11 pour défenseur, c'est très petit. Mhm. Euh, je pense que ça va être un bon défenseur, mais encore là, je le mettrai un peu plus bas que Linebacker, juste à cause de sa grandeur. Je pense qu'encore là, en série, puis défensivement, il n'y aura pas les mêmes ressources que Linebacker pour retirer son épingle du jeu. OK. Qu'est-ce que David Rainbacker a besoin d'améliorer? Mettons juste dans l'esprit du classement là, des meilleurs espoirs en défensive du côté droit. Qu'est-ce qu'il doit améliorer pour pouvoir devancer les gars qui sont en avant de lui dans ton classement? Il doit juste être capable de jouer. Okay. Juste pas manquer de game à cause de blessures. C'est juste bon. Ça. Vraiment, là, parce que, écoute, il a bien paru, puis on pouvait voir que son genou n'était pas 100%. Là. On devait faire attention. C'était un peu fragile. Il hésitait un peu. Puis il a tiré son épingle du jeu. Il n'a pas joué beaucoup en 2 ans. S'il est capable de nous donner une saison complète et aussi d'avoir une entre-saison, une saison morte où est-ce qu'il aura le temps de passer du temps au gymnase, puis parce que c'est quand même un gars qui est long et pas très gros encore. Il doit un peu grandir, grossir dans son corps. Je pense que tu vas avoir vraiment un défenseur très intéressant parce qu'encore là, il faut le voir en personne pour voir à quel point il peut être bon. C'est un gars qui fait les petits jeux là, vraiment, vraiment très bien. C'est le type de gars qui va faire une super première passe et les attaquants et les autres joueurs qui vont être avec lui sur la glace vont compter. Il y aura pas c'est pas lui qui va avoir le point, là, mais c'est lui qui a fait la première passe, qui a fait que l'équipe a contrôlé la rondelle, qui a causé un revirement de l'autre bord et qui a créé une situation où est-ce que Montréal pouvait compter. Et c'est un gars, encore là, je pense que les gens vont peut-être pas toujours apprécier à sa juste valeur. C'est ça qu'est-ce qui m'inquiète parce que c'est un jeu subtil mais efficace. Mais il doit jouer. S'il ne joue pas, il va continuer à descendre dans le classement pour beaucoup de personnes. Mm-hmm. J'aurais tendance à dire que, tu sais, des gars comme Piquet Souban puis Lane Hudson, la caméra, dans un match de hockey, les aime. Oui. Tu zoomes sur eux autres, tu vas avoir des belles images, ça va être beau à voir. Ouais.
David Rembacher, ça sera pas ça. Ça se peut qu'il soit pas Non. dans le cadre, mais c'est lui qui a fait le bon jeu de la séquence. Oui. Tu sais, ça me rappelle un peu, je ne sais pas si son style de jeu est exactement pareil, mais ça me rappelle un peu Pietrangelo de Saint-Louis. puis T'es pas maintenant le de premier Vegas. qui fait cette liaison-là entre C'est les ça. deux. Tu sais, les gens se disent, mais on n'entend jamais parler de lui, puis pourtant, c'est toujours dans le top défenseur de la Ligue. Il a toujours beaucoup de points. Il joue toujours 25 minutes par game à tous les fois. Ses équipes sont toujours bonnes quand il est sur la glace. Puis tu dis, ouais, c'est parce qu'il est bon à ce point-là. C'est vrai, tout à fait. Parlons maintenant... Ah oui, OK. Toi, là, dans ce classement-là, dans ce top 100 qu'on est en train d'éplucher ensemble, qui t'aurait fait grimper? Tu sais que tu trouves qu'il est vraiment loin puis que toi, t'aurais mis vraiment plus haut. Puis tantôt, je vais te demander ouais. l'inverse. Ouh. Tu sais, un de tes Oh, coups de une très cœur, bonne puis question. tu te dis, ben voyons, je vois pas la même affaire que... C'est pas vraiment que j'ai. Tu sais, peut-être j'aurais mis Jake O'Brien un peu plus haut que 20e. Et je pense que je l'aurais mis peut-être 12, 13. C'est pas énorme, là. Mhm. Faut vraiment que je regarde plus attentivement la liste parce que j'ai pas pensé à un nom en particulier. Mais Jake O'Brien est un joueur qui, tu sais, on le connaît pas. C'est pas qu'on le connaît pas, mais c'est un joueur il est arrivé à maturer plus tard que les autres. Mais tu regardes son jeu, puis il est très rapide avec les mains. Il fait beaucoup de passes. C'est parce que l'affaire avec Jake O'Brien, c'est qu'il fait des passes courtes mais efficaces. C'est pas le gars qui va faire la grosse passe transversale spectaculaire, là. Mais il est capable de retenir la rondelle longtemps et il est aussi capable de la bouger rapidement et lui-même, il est toujours en mouvement. Alors, pour moi, c'est un joueur très impressionnant. Je pense que les gens disent qu'il n'y aura pas euh, un gros succès offensif au prochain niveau. Mais son équipe, Brentford, n'avait pas beaucoup de joueurs avec qui vraiment là, il pouvait travailler avec. Là. Alors, je pense que c'est pas énorme, là, mais c'est parce que pas rendu à 60, entre 70 et 50 dans ces listes-là, c'est dur. Il faudrait pratiquement Ouais. qu'on passe une semaine à les et tout. Là. Alors, je dirais plus que lui, ça serait un joueur, je pense qu'on sous-évalue un peu. Je pense aussi que Jake O'Brien a été comme le joueur hot du repêchage au mois de février. Là, c'était lui qu'on parlait beaucoup. Puis là, à la fin, lorsqu'on venait au repêchage, ben, c'est Brady Martin, on parlait tout de lui. Alors, il est devenu tout de suite oublié, Jake O'Brien, peut-être un peu plus tôt que les autres. Alors, ça serait peut-être le seul qui me sort là, vraiment, là, que je dirais, alors, lui, là, je pense qu'il est un peu trop bas dans mon coup. Là. Mhm. Puis j'aurais l'impression que pour l'inverse, celui qui est plus haut, c'est d'une bonne coche par rapport à toi, ton évaluation, ça serait Bouillon. Non, c'est Becky Catton. Ah oui, c'est vrai Becky aussi. Ouais. Catton et peut-être même Porter Marton. OK. Porter Marton est 9e. Il est gros, il est fort, il s'en sert dans la Ligue junior. Il a pas mal de talent, mais c'est un gars il n'est pas vraiment très impliqué défensivement. Et c'est un gars qui peut être agressif souvent avec des joueurs plus petits que lui. Et je pense il va être obligé de trouver une autre façon de jouer dans la Ligue nationale. Je pense pas que c'est dans sa nature. C'est pas un Kachuk là, qui est baveux de nature. Martin est pas baveux de nature, il est juste plus gros que les autres de nature. OK, ouais. Et je pense que dans le cas de Martin, on va être obligé de trouver une autre façon de jouer. Je l'aurais mis peut-être 25 environ, Martin, parce que je l'avais pas. Je pense que je l'avais 8e dans mon repêchage ou 9e même. Je l'avais pas très haut comparé à d'autres personnes. Mhm. Puis je pense qu'il y a pas mal, là, 24, 25, 26, mais peut-être pas dans le top 10. Pas pour moi. OK. Classement des gardiens de but, le top 20. Et là, les amateurs du Canadien de Montréal seront contents d'apprendre, si vous ne le savez pas déjà, que Jacob Fowler est au 2e rang et que Jacob Dobesch est au 19e rang. Donc, 2 gardiens de but dans ce classement-là. Je vous fais rapidement le top 5. Yaroslav Askarov, Jacob Fowler, Trey Augustin, Miklay Yegorov et Joshua Ravensbergen qui sont le top 5. Toi,
ton évaluation, est-ce que ce top 5-là fait du sens selon ton évaluation? Oui. Gardiens sont tellement plus compliqués à classer que les autres parce que leur courbe de développement est tellement plus longue que beaucoup de choses peuvent arriver. Puis dans ce cas-là, on y va encore plus avec la technique et la projection. Parce que tu vas regarder Ravensburgen, ses statistiques sont rien de fameux du tout, là. C'est vraiment pas rien de spécial dans son cas-là. Là. Tu te dis pourquoi? Ils sont en train de faire une projection dans son cas. Moi, je l'aurais mis plus d'un. J'avais des gars comme Pradell, Michael Pradell, qui joue dans la USHL, que j'avais beaucoup plus haut. Je pense qu'il sera le meilleur gardien. Ben bon, c'est ça qu'est-ce qui est ça. Askarov, est-ce qu'il est le meilleur espoir? Je crois que oui. Askarov a démontré des belles choses lorsqu'ils l'ont rappelé à Nashville. Il a bien joué, il a été échangé à San Jose dans un échange assez grand. Là. Je ne m'en souviens même plus c'était qui est allé de l'autre bord. Mais, il va falloir que je fouille pour trouver ça, hein, parce que... Mais San Jose a fait tellement d'échanges, puis Nashville aussi. Mais je trouve que Nashville a fait une erreur de l'échanger aussi. Maskarov a très, très bien fait. Je pense que dans le cas de San Jose, ils sont en train de faire attention avec lui, de ne pas le graduer trop vite. Pas à cause de lui, mais parce que sa défensive va être très, très faible en ce moment. Et je pense qu'ils veulent faire un peu attention de ne pas le brûler trop vite. Parce que c'est encore là une position que ton approche mentale est très, très importante. Et oui, je sais que le gars lui-même, il est fâché, il est frustré, puis il n'hésite pas de le faire savoir qu'il devrait être dans la Ligue nationale. Je le comprends, je ne le blâme pas. Mais Askarov, pour moi, est le meilleur espoir. Jacob Fowler, deuxième. Oui, je peux voir Jacob Fowler, deuxième, parce que, encore, son historique est qu'il gagne toujours. Et cette année encore, comme jeune gardien, il est allé jusqu'en finale, mais ils ont perdu en finale, je pense, contre le Michigan, là, dans la NCAA. Mais il a été très impressionnant pendant toutes les séries. Alors, oui, je pense que Jacob Fowler, je pense que la bonne approche mentale, on a vu dans les entrevues que le Canadien le a behind the montré scene, dans les là, entrevues, là. Et Jacob Fowler, tu peux lui donner le nom de n'importe quel attaquant pratiquement dans la USHL, parce qu'il jouait dans la USHL lorsqu'il était repêché, puis il était capable de se rappeler, ouais, lanceur, il tire de la droite, non, il tire de la gauche, lui, il tire de la droite. C'est un étudiant du jeu. Là. Il est passionné par la position de gardien de but, il en mange. Et ça, c'est le type de joueur que Montréal cherche souvent. Alors oui, Jacob Fowler, deuxième. Après ça, c'est difficile à dire, mais j'aime bien. Puis encore là, il faut donner beaucoup de crédit à Simon parce que c'était le premier à en parler. Là, mais il avait dit longtemps que Yegorov allait peut-être être un des meilleurs espoirs du repêchage en termes de gardien de but. Puis il a eu raison. Il joue avec Omaha dans une équipe absolument pourrite dans la USHL. Ça me rappelle un autre gardien qu'on a connu à Montréal qui a joué dans une équipe pourrite dans son année junior. Il a été repêché un peu plus loin qu'on s'attendait, puis il a une belle carrière, c'est Patrick Roy. Ouais. Quand tu joues avec, je pense que c'était Beauport dans ce temps-là, c'était une équipe. C'était pas Granby? Granby, c'était Granby, désolé, oui. Puis c'était une équipe terrible. J'étais pas né, puis je le sais, fait que c'est une grosse histoire, là, elle est connue, cette affaire-là. Là. Alors, Michael Yegorov, c'est la même affaire dans son cas. Une équipe terrible à Omaha, et tu peux voir que c'est un bon gardien. Est-ce que Trey Augustine est un peu plus élevé? C'est discutable, mais encore là, c'est un autre gars qui gagne constamment. C'est gardien pour les États-Unis dans les compétitions depuis le U18 junior. Ouais. C'est une des... Parce que tantôt, on parlait de Jacob Fowler, puis tu disais qu'il gagne partout. Mais ça, dans ce fameux document-là, vidéo que le Canadien a partagé avec les entretiens, c'est un élément qui mentionnait que pour lui, c'était une source de motivation. Il est toujours le gars sous-estimé. Il a toujours fallu. Sauf que là, tout d'un coup, c'est lui le deuxième après Askarov dans ce classement-là. Moi, je me demande de quelle façon ça va... est-ce que ça va venir jouer dans son mental? Ça se peut. Je pense aussi qu'Askarov a été repêché 2 ans, je pense, avant Fowler, de mémoire. Draft 2020, puis Fowler, c'est 2023. Alors, c'est 3 ans de différence. C'est énorme pour la position de gardien de but. Là. Ça veut pas dire grand-chose en ce moment. C'est plein dur à les comparer. À la longue, Fowler pourrait avoir une plus belle carrière, j'en ai aucun doute. Là. Mais parce qu'Askarov est plus développé, il faut lui donner peut-être cet avantage
pour le moment. Mais moi, Dès je faisais l'année par prochaine, rapport ça pourrait à. changer. C'était plus par rapport à Augustine, parce que c'est Augustine qui est Ouais, le ouais, numéro ouais. 1 pour les Américains constamment. C'est comme. Ouais. C'est son poste à lui, puis Fowler, il est comme relégué au deuxième rang. Puis dans l'entrevue avec le Canadien, dans la vidéo qu'ils ont présentée, il mentionnait ça, que lui, partout ce qui est passé, il était le négligé. Là, tout d'un coup, c'est lui qui est le mieux classé. Là. Tu sais, deuxième parmi tous les gardiens de but. J'ai hâte de voir si ça va. Je ne sais pas. Est-ce qu'il consulte les affaires de The Athletic puis les classements? Puis est-ce que. Je ne sais pas, là. Mais Je suis sûr que quelqu'un lui dit. Sûrement. Je suis sûr que quelqu'un lui dit. Mais aussi, dans son année de repêchage, il y avait une petite inquiétude avec Fowler. Il était un peu plus grassouillet que la plupart des gardiens, puis il y en avait qui étaient un peu inquiets de ça. Mais c'était du baby fat, là, il a perdu, puis ça l'a passé, là, il n'y a pas de problème. Puis encore là, je l'ai vu en personne. Il n'avait pas connu une très bonne partie, cette game-là, là, quand je suis allé le voir au Vermont, mais ça arrive. Mais tu vas voir qu'il était quand même, techniquement, il était bon, suivait bien la rondelle. Mais le Vermont avait joué une bonne partie, là, puis il avait fait la vie dure en se mettant devant le filet constamment, puis en mangeant des coups. Mais c'est un bon gardien. C'est un très bon gardien. Jacob Debesch, qui est numéro 19, quelque chose à ajouter? Tu l'aurais-tu vu plus haut, plus bas? Ouais. Non, c'est très juste. Je veux dire, il fallait s'attendre un peu. Écoute, c'est pas un gardien avec une technique parfaite non plus. Ça peut faire peur un peu. Mais en ce moment, il est en train de prouver que sa technique est imparfaite et ses instincts sont pas si mal que ça. Alors, on verra. Puis le fait d'avoir joué dans la Ligue nationale cette saison, d'avoir eu des bonnes séquences, a certainement ajouté à sa candidature là, dans ce classement-là. Ça fait le tour pour les gardiens de but, ça fait le tour pour The Athletic. Mais j'ai quand même une couple de sujets pour toi, Rick, question qu'on continue la discussion, plus par rapport au Canadien de Montréal. C'est notre ami Marco D'Amico qui mentionnait ça. Il a eu en entrevue l'entraîneur Victor Kozlov, qui est l'entraîneur d'Alexander Zarovski, et donc qui évolue dans la KHL. Zarovski qui n'est pas sous contrat à l'heure actuelle avec son club. Je pense que c'est UFA du côté de la KHL. Oui. Et que Kozlov souhaitait un traitement à la Demidov de la part du Canadien de Montréal. Ce qui veut dire, le Canadien s'en va visiter le gars, voir ça ressemble à quoi le développement, et s'organise pour sortir le joueur de la KHL. OK. On comprend le message. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce genre de tractation-là de la part du coach de dire « Moi, j'ai rien dit, mais lisez entre les lignes, gang, là. » Écoute, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est pas seulement dans la Ligue nationale puis avec les Russes, mais ça arrive dans l'hockey junior où est-ce que des joueurs reçoivent un petit coup de chance, là. Oui, c'est ça. Une fois que ça joue dans l'équipe. C'est quelqu'un leur fait le don d'une belle auto, quelque chose comme ça. Un bon samaritain ou des choses comme ça. On a vu dans le junior, les remparts, c'était des histoires de coulisses que le père de tel joueur européen, pour qu'il signe, tu vas être gérant du concessionnaire du coin, puis tu n'as pas besoin de travailler, c'est toi qui as le salaire. Oui. Présente-toi dans le bureau une heure par mois, puis on est bien correct. Ouais. Écoute, c'est une business et il va mettre la pression à Montréal parce que c'est des équipes souvent qui, tu sais, les budgets sont pas très bons dans la KHL en ce moment. Il n'y a pas une tonne d'argent en Russie en ce moment. Les gens ont de la misère. Puis c'est sûr que pour survivre, ils doivent trouver une façon de se faire de l'argent. Puis il va essayer de voir ce qu'il peut faire. Je dis pas que c'est ce que Montréal va faire, là. C'est pas ça que je dis du tout. Non. Peut-être c'est juste une visite. Peut-être. Mais il sait que ça va être difficile à retenir Zarovski parce que c'est un bon ami à Demidov. Il sait qu'est-ce qui se passe à Montréal. Il sait que la vie va être belle une fois rendu à Montréal. Kozlov sait très bien que Zarovski ne va pas signer de contrat. C'est déjà certain, là. Alors, il prêche pour sa paroisse, puis c'est bien normal. Je le comprends. Ouais. Mais je pense que Zarovski, c'est pas une mauvaise chose qu'il reste en Europe, en Russie en ce moment, de toute façon. Là, il est 6 pieds 1, 6 pieds 1, mais il est seulement 165 livres environ. Il a besoin de gagner beaucoup de musculation, puis c'est bien correct là, qu'il reste là-bas. Est-ce qu'il pourrait faire le saut, hypothétiquement, là, sans savoir les contrats et tout ça, là, mais est-ce que tu crois qu'il serait capable de tenir son bout, par exemple, dans la Ligue américaine?
Ça serait problématique? Oui, au fait, ça va être. Je disais peut-être pas, mais dans notre guide du repêchage Recruits, Grant a parlé à un des dépisteurs qui l'a vu jouer pas mal par vidéo. Et le dépisteur avait mentionné qu'il a mieux joué dans la KHL que dans la MHL. Uh-huh. Il a gardé ses qualités qu'il avait. Là, une excellente manière de rondelle, belle vision, super créatif, mais il a un peu simplifié son jeu et il est un peu plus soucieux de la défensive, sachant qu'il joue dans une ligue Ouais. d'adultes, de professionnels, et ça a été une bonne chose. Alors, c'est peut-être l'année prochaine, est-ce qu'il va pouvoir tenir son bout dans la Ligue américaine? Je crois que oui. Ça va plus dépendre de son corps. Là. On a tous notre génétique. On ne s'en sort pas comme on veut. Mais si génétiquement, puis si en termes de musculation, il peut gagner un 15 à 20 livres entre cette année, cet été et la fin de l'été prochain, je ne verrais pas pourquoi il ne pourrait pas tenir son bout dans la Ligue américaine. Là, il serait bien à l'aise. Même sur un deuxième trio, un peu protégé, je ne verrais pas pourquoi. Il est tellement bon, il est tellement créatif, il est tellement intelligent. Puis s'il peut gagner un petit peu de vitesse, puis ça devrait être le cas avec quand il va gagner un peu de musculation, ça va être un joueur électrisant. Il a vraiment un potentiel. C'est, comme on dit, un beau mot boss. Là, Mhm. Puis Montréal ont tellement de jeunes joueurs dans leur organisation en ce moment que c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Là. Prendre une chance. Et Zarowski est un très beau risque. Là. Ça va Ouais, être un ouais. gars qui pourrait exploser s'ils mettent tout ensemble. Là. Ça va être quelque chose à voir. Mais pas cette année. Cette année, saison Absolument 25-26, on oublie ça, ça serait pas une bonne idée. Vas-y, même pas. Junior canadien, mettons qu'on est capable de le rapatrier, de le sortir de la Ça Russie, serait ça parfait. serait une bonne idée. OK. Ouais, ça serait très bien ça. Mais encore là, peut-être que dans son cas, c'est mieux qu'il reste là-bas. Puis, s'il est mature comme Demidov, il va se préparer. Mais Demidov peut l'aider à se préparer, le conseiller de prendre des cours d'anglais, de faire ci, de faire ça, de se préparer mentalement à venir ici, de peut-être, on ne sait pas encore sa confiance en lui, puis sa maturité, mais peut-être aussi de venir en Amérique du Nord, ça va être très lourd pour lui mentalement. Il va peut-être trouver ça trop difficile. Il ne va pas aimer l'expérience. Alors peut-être mieux qu'il attende un an. Il vient lorsqu'il gagne un peu de maturité. Il va être un peu plus un homme, puis il sera prêt. Mais l'avantage, la meilleure chose peut-être que, aussi ça dépend parce que s'il viendrait, mettons, c'est par chance, il vient avec l'Armada, mettons. Et là, c'est parfait parce que Un Demidov est dans le hasard, là. coin, tout est beau, là, c'est sûr. Mais en même temps, s'il se ramasse à Red Deer, ça va être difficile peut-être dans ce cas-là. Là. Il va être un peu seul. Alors, moi, je suis bien correct qu'il reste un an en Russie, puis après ça, tu réévalues le cas. C'est du cas par cas. Puis s'il faut rester 2 ans en Russie, ben, il restera 2 ans en Russie. Là. On pense, Zarovski, on pense dans 4-5 ans. C'est tout. Mhm. OK. C'est loin. C'est loin, Oui, pareil. ben c'est ça le repêchage. Ah ouais, en effet. Demidov, qui est son meilleur chum, qui passe l'été du côté du Québec, d'ailleurs. Moi, j'ai entendu dire qu'il a été vu du côté de Saint-Eustache avec sa blonde d'un champ de lavande. Il est allé... Hey, tu parles de vraiment s'acclimater au Québec, on s'en va à Saint-Eustache. Par ailleurs aussi, j'avais fait un pas aussi avec Grant en jasant avec lui. Euh, les- L'affaire aussi, c'est que si je joins avec Laval, encore là, tu sais, il va être, mettons, avec Demidov l'année prochaine, ça va être plus facile pour lui. Mais il y a aussi des anciens du Canadien d'origine russe qui habitent dans le coin. J'ai cru comprendre que Oleg Petrov habite Oui. dans le West Island. Mhm. Ça pourrait être une option pour Montréal de dire peut-être que tu peux aller vivre avec Oleg Petrov. Tout à Ça fait. serait une belle façon de t'acclimater. Alors, c'est aussi l'avantage que Montréal a en ce moment. Alors, c'est des choses à considérer aussi. Mhm. Ce qui explique peut-être cette sélection-là, en plus qui était disponible en deuxième ronde, puis eux, semble-t-il, l'avaient classé. Tous les éléments allaient dans cette direction-là pour que ça soit un bon fit. Oui. Après le repêchage, il y a eu le camp de développement du Canadien de Montréal. Et il y a un petit joueur qui a fait beaucoup parler de lui. John Mooney, surnommé LJ, parce que Little John, parce que son père aussi s'appelle John Mooney, qui a sorti du lot, combativité, des mains de fou complètement, mais il fait 5-9. Mais un vrai 5-9. Il avait de l'air d'un schtroumpf par rapport aux autres sur la glace, même dans un camp d'espoir. Ouais. Je veux savoir, Rick, vends-moi du rêve, ou pas pantoute, là, c'est toi qui décides, c'est ton analyse. Ça a-tu des chances d'être un espoir sérieux ou c'est une belle bébelle le temps que...
Non, ça a une chance. Ouais, hein? Oui, il est très, très intelligent, très, très habile. Encore là, c'est un gars qui, des fois, utilise sa petite stature à son avantage. Il va un peu pratiquement se pencher puis bouger la rondelle rapidement. Et il devient difficile pour les plus grands défenseurs d'essayer de faire face à ça, là, parce qu'il est tellement bas puis ils sont tellement déséquilibrés. Et même si c'est un gars qui est sournois physiquement. Et quand je dis sournois, je ne veux pas dire cochon, là, mais je dirais plutôt, c'est un gars que il sait qu'il ne peut pas commencer à rentrer dans le tas comme tout le monde, il n'a pas la stature. Mais quand il y a une occasion de pincer quelqu'un, Il est il va le faire. sneaky. Il n'hésite pas. Sneaky, c'est ça le bon mot. Je ne voulais pas dire l'anglicisme, j'essaie de pas, mais Ben c'est non, un mais c'est bon mot. correct, c'est parce que tout le monde va comprendre. Ben oui. J'ai vu une Puis, petite séquence, le défenseur sort de derrière son but avec la rondelle, puis il veut faire une passe, il y a un adversaire, un allié qui est là, puis il veut couper vers le centre devant son but, puis El Mooney, il voit ça, puis il fait juste quasiment se mettre en petite boule dans les jambes du défenseur, puis oui, le défenseur, il a flippé, là. Tu sais, il a utilisé oui, son corps à son avantage sur cette c'est séquence-là. ça. Ouais. Alors, oui, là, les gens, je lisais un peu pendant le repêchage, ils disaient, ah, mais pas un petit attaquant, Montréal sont petits. Mais encore là, il faut enlever cette mentalité-là. Tu ne choisis pas toujours un joueur pour ton équipe, tu choisis un actif. Si ce gars-là, puis s'en va à l'Université du Minnesota, ça a l'air une bonne université, une bonne place pour se développer. Qu'est-ce que j'aime avec cette équipe-là en ce moment? Ils ont, à ce que je peux voir, ils ont perdu pas mal de joueurs cette année, mais alors, ce n'est pas un alignement avec une tonne de profondeur. Mais il y a du talent. C'est une excellente situation pour LJ Mooney parce qu'il va avoir des joueurs talentueux avec qui jouer, mais c'est une équipe qui n'a pas une super profondeur, alors il ne sera pas pogné sa quatrième ligne non plus, là. Il va avoir du temps de glace. Ça, c'est une bonne chose aussi. Est-ce qu'il va jouer pour le Canadien un jour? Peut-être non. Peut-être que Montréal va dire, mais on a trop de petits joueurs. Peut-être que Caulfield sera encore avec l'équipe. Suzuki, qui n'est pas super petit, mais il est un peu petit. Demidov, qui est moyen, mais pas énorme. Peut-être qu'ils vont dire, OK, mais il n'y a pas de place pour LJ Mooney. Mais s'il est vraiment, vraiment très bon au collège américain, il démontre qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Mais c'est un bel actif à échanger. Tu n'es pas obligé tu peux avoir quelque chose de bon en retour. C'est comme ça qu'il faut voir le repêchage. C'est pas toujours le joueur que tu choisis pour toi, tu choisis un actif. Mhm. Et pour être, écoute, en quatrième ronde, moi, je pense que je l'avais classé environ 48-49. Alors, pour l'avoir en quatrième ronde, pour moi, c'est un excellent choix, là. Ouais, Ça ne me ouais. surprend pas qu'il épate. C'est sûr que dans un camp de développement, un gars comme lui va épater un peu plus, oui, là, j'en conviens, mais ça n'enlève pas le fait que c'est un très bon joueur de hockey. Puis sa combativité devrait l'aider à se faufiler plus Absolument. loin dans sa carrière, là. Absolument. C'est une combativité, puis c'est une combativité contrôlée, intelligente, et il sait comment s'en servir de bonne manière. Mhm. Sur les ondes de TSN 690, John Segwick, qui est l'assistant DG du Canadien de Montréal, c'est le gars spécialiste du cap salarial. C'est vraiment le brain pour la convention collective. Et il vient d'être nommé DG de l'année de la Ligue américaine parce que c'est lui le DG du Rocket de Laval. Juste pour vous donner un portrait de c'est qui. On lui a demandé, c'est qui le gars dans les espoirs du Canadien qui devrait avoir sa chance bientôt avec le grand club? Et il n'a pas nommé Rimbacker. Il n'y a pas. Lui, le joueur qu'il a nommé, qui a ciblé, c'est Adam Ekstrom. J'aimerais que tu m'en parles un peu. C'est quel genre de joueur? C'est quoi l'impact qu'il pourrait avoir? C'est quoi le rôle qu'il devrait avoir s'il atteint la Ligue nationale? C'est quoi sa chaise à Adam Ekstrom? Pour moi, ça va être un défenseur, peut-être, ultimement, peut-être de deuxième paire, probablement de troisième paire, mais ça va être un défenseur two-way qui va utiliser son coup de patin et son intelligence. C'est un gars qui est extrêmement fluide, bouge bien, joue avec un peu de cran, encore là, sans perdre le contrôle. C'est pas un gars qui va constamment attaquer, mais c'est un gars qui n'hésite pas dès qu'il voit une occasion. C'est un gars avec une intelligence au-dessus de la moyenne défensivement. Il s'adapte très rapidement. Même en Suède, lorsqu'il avait 17 ans, c'est un gars qui n'avait pas été repêché très haut par son équipe junior de mémoire. C'est un gars qui
On ne pensait pas lui comme un grand espoir. Il a fait sa place. Après ça, il a fait sa place encore dans le hockey en Suède après avoir été repêché. Après ça, il a fait sa place à Montréal. C'est toujours un gars qui, si il utilise, si c'est en termes de talent, c'est un 8 sur 10, il va jouer à 8 sur 10 constamment. C'est que je veux dire, c'est qu'il utilise tous ses talents au maximum. Encore là, intelligence, coup de patin, mobilité, une fluidité qui est excellente. Latéralement, il bouge bien. C'est des excellents pivots. Comme on dit, son gap control est bon. C'est seulement qu'il n'est pas, je dirais qu'il n'est pas dynamique offensivement. Alors, c'est quand même un gars qui doit trouver un peu sa chaise. Et des fois, des joueurs, si ta chaise est plus défensive, mais on semble vouloir des gars de 6 pieds 3, 225 livres à jouer ce rôle-là. Mais je persiste à croire que je ne crois pas qu'il y a une chaise pour lui à Montréal, mais j'ai l'impression que l'équipe de la Ligue nationale va faire son acquisition et ils ne vont pas le regretter. Ça va être un des gars, tu sais, un peu comme Kovacevic, mettons. Tu sais, Montréal l'a eu pour rien et il a fait sa place parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à Winnipeg. Ouais. Montréal a pu l'avoir. Et là, une fois qu'il y avait de la place pour lui, il a démontré quelque chose. Puis, tu sais, c'était pas un très bon défenseur, mais c'est un vrai défenseur de la Ligue nationale solide. Là, J'ai l'impression que ça va être ça pour Ekstrom. Attends, là, tu dis que c'est pas un très bon défenseur. Là. Les Devils New Jersey le payent comme un très bon défenseur pour très longtemps. Ouais, là. je pense qu'ils sont allés un peu fort avec ça. Là, mais bon. Il y a quelqu'un qui est tombé en amour avec lui. Là. Ils l'ont adoré pas à peu près. Encore là, défenseur droitier, par exemple. Les défenseurs droitiers, je ne sais pas si tu es un grand amateur de baseball, là, mais c'est comme les lanceurs gauchers au baseball. Tu peux avoir 48 ans, si tu es un lanceur gaucher, quelqu'un va t'engager. C'est la même chose avec les défenseurs droitiers. Si tu es capable de te mettre en patin, puis tu es capable de sauter sa glace, puis de bouger un peu, mais tu es un droitier, tu vas avoir ta place dans la Ligue. T'as des chances. Regardons un petit peu vers l'avenir. L'avenir dans pas trop loin. Prochaine saison. Qui du draft 2025 a des chances de débuter dans la Ligue nationale? Je dirais Missa. Peut-être Missa est le seul. Schaefer, il s'est commis pour l'université, right? Il y a toujours des rumeurs, mais c'est pas encore officiel. OK. Je pense que la dernière réglementation disant que les jeunes de 19 ans peuvent aller jouer dans la AHL a mis un frein à ça. Peut-être que je vais attendre un peu, voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais Missa est d'après moi la meilleure option. Et encore là, c'est un peu situationnel. Mm-hmm. Je pense que dans le cas de, mettons, Desnoyers à Utah, il y a peut-être la place, mais Utah veut le prendre un pas à l'avant maintenant. Alors, ils ne veulent peut-être pas avoir autant de jeunes dans leur alignement. Tu sais, lorsque tu essaies de gagner, tu veux avoir moins de jeunes. Schaefer, définitivement pas parce qu'il a été trop blessé puis il est encore trop jeune puis il joue dans une position trop difficile comme défenseur. Je pense qu'il ne considère bien pas les Islanders. Frondell n'a bien pas encore joué en Amérique du Nord, alors c'est pas vraiment une option non plus. Martin avec Philadelphie encore là. Philadelphie sont bourrés d'alliés. Alors, je pense pas qu'il y a de la place pour lui, même s'il fait très bien. Ouais. Alors, je ne vois pas personne d'autre, à moins d'une surprise. La seule chose qui pourrait arriver, c'est une surprise. Moi, j'ai un call mystère. Là. Moi, je pense que Brady Martin, s'il a fini de faire les foins, peut-être qu'il va jouer dans la Ligue nationale. C'est pas une mauvaise idée que tu as, parce que Nashville sont pas vraiment très bons. Puis il y a des foins en plus là-bas. Il va il va être à l'aise là-bas, oui. Gérer des taureaux. Mais comme tu dis, peut-être que sa famille a dit il faut que tu restes une autre année ici, on a besoin de toi. Alors, besoin de bras. J'ai trouvé ça fun, la façon qu'ils ont fait la présentation de Brady Martin au champ avec le gros écran. Peut-être Brady Martin, mais encore là, je pense que Nashville va vouloir être patient parce que c'est un gars qui est appelé à jouer aussi un rôle défensif et offensif. Et ça prend un peu plus de temps de développer ce côté-là, puis c'est une position de centre. Rick, moi, c'était 100% un gag. Hein? C'était juste pour le gag. Okay. Je pense pas vraiment qu'il va jouer à Nashville cette année. Non, mais c'est pas mauvais parce qu'il y a une maturité physique et mentale que les autres n'ont pas. Puis Nashville est une équipe qui peuvent l'accueillir parce qu'ils ont de la place au centre. Alors, le raisonnement est très bon, là, JB. Là. Ça, c'est certain. Je dis juste que je pense qu'ils vont vouloir être patients parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur dans son cas. Tu me donnes trop de mérite.
C'était... Dernière question, c'est bon. Jerry Godbout, mon ami, qui te demande, sors ta boule de cristal, mon Rick, top 5 des joueurs que tu vas surveiller pour le draft 2026 et tu n'as pas le droit de dire Gavin McKenna. Puis là, je te demande pas ton top, c'est l'équivalent du top 6 du draft, juste le top 5 des gars que tu veux surveiller pour le prochain draft. Oh boy. C'est chiant, hein? Le défenseur Vera va définitivement être sur ma liste. Là. Je peux pas m'en sortir. Il va jouer dans le NCAA cette année. Les noms d'équipe m'échappent. Mais beaucoup de gens parlent de lui comme en disant, mais pense pas seulement à McKenna parce que Vera fait pas très loin. OK. C'est un gros défenseur, un excellent patineur, bouge très bien, joue agressivement, mais capable de produire de l'offensive. Il est capable d'être un shutdown, puis il est capable de produire offensivement. Il appelle beaucoup Scott Stevens, il appelle beaucoup de gens. Peut-être pas aussi agressif, là, mais je parle plus de sa présence. Même, j'ai entendu beaucoup le nom de Shea Weber. C'est un gars qui est mature, là, beaucoup plus qu'il devrait l'être. Ça, c'est un que je pense qu'il faut surveiller. Tynan Lawrence, qui est un joueur de centre qui joue à Muskegon. Muskegon qui a connu une excellente saison dans la USHL. Il vient des Maritimes, mais il a déjà fait sa présence se fait sentir là, avec, dans la USHL. Je pense que c'est un joueur qui est peut-être un peu sous-estimé, on devrait dire. J'essaie toujours de me rappeler des noms parce que des fois, sans mes notes, là, c'est pas toujours facile là, de Jerry me rappeler, est chien dans ses questions. C'est pas... Ivan Stenberg, qui joue avec Fromanda, est un autre qui était très bon. Je pense qu'il y a Fedorov, qui est un joueur, un ailier gauche en Russie. Je n'appelle pas le nom de l'équipe parce qu'ils ont des noms à n'en plus finir. Très électrisant. Il a toujours la rondelle sur son bâton, bouge à pleine capacité, constamment en train de créer des chances dans zone adverse. Je pense que c'est un top 5 facilement, mais c'est tellement... Écoute, en ce moment, j'ai déjà mes impressions initiales. Je suis rendu à 170 joueurs pour le prochain repêchage déjà, que j'ai vu au moins une fois avec des notes. Je pense jamais top 5, top 10 ou 120 ou top 20 avant le mois de décembre. Ça ne vient même pas à l'esprit. Jusqu'au mois de décembre, je suis en mode, je prends de l'information. Quand je dis j'ai déjà ces informations-là, je parle que j'ai littéralement un dossier ouvert par chaque joueur, là, avec le nombre de fois que je les ai vus, des notes sur eux, leur développement, leur historique, n'importe quoi. Là, je garde chaque joueur a son propre fichier. C'est un peu la façon que je travaille. T'es-tu du genre à avoir les mensurations des parents, savoir comment est-ce qu'il va grandir, tout ça? On va t'en compter une bonne. Lorsque je faisais un peu plus d'épisode, un peu plus dans le passé, j'étais plus souvent dans les arénas. J'écoutais un poste de radio de Val d'Or. Rouen, je pense, c'était Rouen. Puis on parlait d'un jeune joueur d'une des équipes que son père était champion du tir de poing. OK. Tir au poignet, là. Et que ça, puis c'est le champion de la région. Puis tout le monde le connaît comme étant un très grand gaillard. Et sa mère aussi est un athlète, puis il paraît qu'elle est forte comme tout. C'était pas l'information à savoir ça. Ben ouais. Alors, j'ai dit ça à un de mes amis qui travaillait pour une équipe de la Ligue nationale, que je ne mentionnerai pas. Et j'ai dit, hey, tu sais, le joueur en question, là, ses parents sont gros et forts. C'est une information intéressante. Il dit, ben oui, ça parle de la génétique et tout ça, c'est bon à savoir. Le gars était Nicolas Deslauriers, par ailleurs. Ah! Ben oui, tout à fait. Qui est connu pour ça, beaucoup, qui a fait sa place dans le show à cause de ça. J'ai vu le dépisteur qui a fait comme, oh! Je prends l'info. Il est allé voir son collègue, puis je le voyais. Là, il est revenu, il dit, bonne information. Merci. Ça fait plaisir. J'avais bien ri. Alors, j'ai dit une chose que j'écoutais ce poste-là de Rouen-Noranda. Je ne sais pas comment c'est arrivé que j'ai décidé d'écouter ce poste-là cette journée-là. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres postes disponibles, là. Rick, si t'es dans ton char dans ce coin-là, c'est sûr que c'est lui, là. T'en avais rien qu'un. Mais c'est le type... C'est ça où est-ce qu'on parle de... On est en mode...
recherche d'informations en ce moment. Tu sais, des journalistes sont payés pour faire des classements. Pour moi, c'est beaucoup trop jeune. J'arrive même pas à penser si loin. Tu sais, je dirais, euh, tu sais, peut-être au Québec, un joueur qui, d'après moi, les gens ne parlent pas beaucoup, là, c'est Ayot, Benjamin Ayot Godet, Cadot Audet de Val d'Or. Désolé, le nom là, m'échappe en ce moment, mais c'est un bon défenseur gaucher qui joue avec une équipe qu'on connaît moins. Et écoute, il joue, je pense, 22-23 minutes avec Val d'Or en ce moment. Et il est très, très efficace. Ça pourrait être un gars qui va gagner de la popularité au Québec. On parle beaucoup de Maddox Dagenet aussi parce qu'il joue à Québec. Mais il ne faut pas oublier ce jeune défenseur-là qui est excellent. Euh, C'est écoute, Benjamin, Alessandro Di Iorio, Benjamin Cossette Ayotte. Cossette, désolé pour lui, là, je m'en excuse. Bon, on l'a dit C'est une fois comme du monde. Alessandro, Fait qu'on est correct. Alessandro Di Iorio aussi, là, que je viens de penser qui est un excellent attaquant, un centre avec Sarnia. Euh, Écoute, ça va être un meilleur repêchage, je pense, que l'année dernière en termes de profondeur, mais je suis vraiment pas en mode classement en ce moment, top 5. Je suis juste en mode prise d'information. Euh, ouais, j'ai pas encore vraiment pensé à mon top 5. C'est une bonne question. J'aurais peut-être dû y passer avant, mais Ben j'étais non. vraiment. J'ai pas pensé à. J'ai pas pensé à 2026 pour le moment. C'est bien correct. Là, tantôt, tu as parlé du défenseur. Tu disais que pour Gavin McKenna, là, de ne pas trop l'oublier parce qu'il ne sera pas très loin. Non, tu n'es pas en train de me dire qu'il va y avoir un débat pour le premier rang au draft. Là. Gavin McKenna, il est locked in là. Tu sais, il est locked in, puis je pense que ça ne changera pas, mais je dis juste que Keaton Veroff, c'est pas totalement impossible. Là. Tu sais, Pour vrai? n'oubliez-le, il a toutes les qualités qu'on cherche. Ben voyons. C'est un défenseur droitier, Bon. dominant, physique, mature comme tout. Euh, il joue beaucoup de minutes, un excellent tir, produit offensivement, run, tu sais, à 16 ans, il gère le power play, puis c'est comme le défenseur numéro 1 de l'équipe défensivement. Lorsqu'il frappe devant le filet, il fait mal. Comme je dis, les comparaisons qu'on entend, c'est pas, je dirais pas les comparaisons, là, mais le style rappelle des Shea Weber, rappelle Scott Stevens, rappelle ces gars-là. Euh, Keaton Veroff est un espoir spécial, puis malheureusement, il ne sera pas avec Victoria cette année. Il a signé avec une équipe du collège américain, je crois, Michigan, je crois. Euh, alors, ouais, c'est un autre joueur qui Tu sera me pas ici. jettes à terre. Il y en aura pas mal. Tu me jettes à terre. Hein, Ah ouais. Ça fait 10 ans qu'on parle de Gavin McKenna, le premier choix total cette année. Encore là, il est numéro 1 pour le moment, mais je dis juste que Keaton Veroff n'est pas très, très, très loin. OK. Je suis sans mots, mon Rick. Sans mots. Je suis capable. On finit ça là-dessus. Je vais aller prendre une douche. Juste de l'eau frette. Tu m'as shaké. À 42 degrés Celsius en ce moment. Elle sera pas mauvaise, la douche, by the way. L'autre joueur que j'avais oublié aussi, c'est Ivan Stenberg, joueur de Frolanda. Je ne sais pas si je l'avais mentionné, là, mais c'est un autre joueur qui sera très bon à surveiller. Puis n'oubliez pas que le Hlinka Gretzky s'en vient bientôt. Là, puis ça, c'est comme le début de l'année 2026 pour le repêchage. Et ça, c'est toujours bien trippant. Yes. Gros merci, Rick, pour ta participation à l'émission. Rick Springhetti, qui est l'animateur du Draftcast avec recruit.ca et Grant McCagg. Hey, je te souhaite vraiment longue vie à ce projet-là. J'ai écouté l'épisode numéro 3 presque au complet. J'ai pas eu le temps de le finir avant notre enregistrement de ce soir parce que je préparais un show. Je sais pas pourquoi. J'ai préparé un podcast. Je te comprends, c'est difficile, puis ça prend du temps, puis oups. J'apprends ça en ce moment. Donc, puis ben toujours la bienvenue sur le podcast Les Glorieux, mon Rick. Moi, j'ai toujours du fun à jaser avec toi. Puis je pense que c'est réciproque, fait que c'est une belle histoire d'amour.
Merci. Merci beaucoup les auditeurs pour avoir été du rendez-vous. Là, c'est vrai, on devrait être une couple de jours, pas de show. Je peux pas promettre, mais une couple de jours. Je vais gagner ton animateur, puis je te dis bon été, cher amateur de hockey. Bye bye.